Merci bien. Merci au GIS pour cette invitation. Alors, au départ, j'ai hésité, hein. J'ai vraiment hésité. Véronique était même inquiète. Elle ne voyait pas de réponse de ma part. J'ai hésité pour deux raisons. Une première raison, c'est que c'est un topo où je vais plutôt exprimer donc sous forme de témoin, de témoignage. Le témoignage d'un agronome. Euh, et puis témoignage d'un dirigeant d'une école qui, non pas il y a 10 ans, mais il y a 20 ans, donc, a fait le choix de décider de changer son acte de formation, ses activités de recherche, puisqu'il y a 20 ans, on a décidé de transiter vers une politique scientifique unique autour de l'agroécologie et des systèmes alimentaires durables. C'est plutôt assez rare dans des écoles, hein, où on a souvent des politiques scientifiques qui sont liées aux disciplines. Et puis, on a décidé de changer notre acte de formation. Et donc, depuis une vingtaine d'années, donc nous avons, donc bien entendu, dans notre formation d'ingénieur, des cours sur l'agroécologie, mais on a fait le choix d'ouvrir un master donc, européen avec deux partenaires qui sont restés les mêmes. Donc, l'université de Ås, donc en Norvège, et l'université de Wageningen qui est arrivée un peu plus tard. Ça, c'est un point important, parce que finalement, je ne serai là que pour témoigner donc, de ce que l'on a pu vivre depuis 20 ans et des observations qu'on a pu faire. J'ai hésité aussi, puisque, en fait, on m'a donné 40 minutes. Alors, 40 minutes, c'est toujours beaucoup de temps, sachant que la concentration moyenne est à peu près de 20 minutes chez nos étudiants. Donc, il va falloir que je sois extrêmement vigilant. Donc, ça veut dire qu'en gros, on va rythmer cette intervention. Et je vais même enlever mes feuilles, parce que chaque fois que je vous ai dit, il me faut mes notes. Et puis, à chaque fois, j'oublie les notes. Donc, en gros, on va rythmer ces 40 minutes en 4 temps, en repartant d'un peu plus loin que le plan il y a 10 ans, produire autrement, le plan Le Foll, mais en repartant de la définition et de l'évolution des définitions de ce qu'est l'agroécologie. Ça sera le premier temps. Le deuxième temps, on s'arrêtera, et Cyril l'a déjà présenté, sur ce fameux projet, et je donnerai quelques composantes. J'irai beaucoup plus rapidement sur les composantes qui seront déjà vues, et puis on s'attardera sur quels sont les faits saillants, quels sont les points identitaires, quelles sont les choses dont on doit être fier. Et soyons fiers, et quand on fait des cours, je peux vous dire qu'il faut qu'on soit plutôt fier de ce que l'on fait dans l'environnement actuel. Donc ça, on va le faire. Et puis dans un troisième temps, c'était le but de la présentation. Au départ, c'était recherche et R&D en agroécologie. Et en fait, j'ai accepté, mais j'ai complètement transformé ça, puisque ça sera qu'un des 4 temps. Donc je prendrai quelques exemples sur les activités de recherche, ici et ailleurs, pour vous donner des éléments qui conduisent plutôt à comprendre cette complexité, mais aussi comprendre ces enjeux. Et puis enfin, alors là, ça sera plutôt un avis très personnel, j'essaierai de tirer des leçons de ce qu'on aura pu faire autour des 40 minutes. Alors, on va démarrer sur qu'est-ce que c'est que cette agroécologie. On a fait un énorme travail avec plusieurs collègues sur finalement qu'est-ce que c'est que cette discipline et d'où ça vient. Le premier élément qu'on peut dire, c'est que c'est une discipline qui arrive au début du XXe et qui a pour première définition un croisement de deux disciplines, ou groupes de disciplines, les sciences agronomiques et les sciences environnementales, la biologie, l'écologie, et on voit au travers des premiers écrits que c'est au départ un croisement de deux groupes de disciplines. Petit à petit, on voit que cette agroécologie, elle commence à évoluer. Une agroécologie qui, au départ, est plutôt appliquée à l'échelle de la parcelle. On commence à voir des travaux qui s'établissent à l'échelle de l'exploitation et petit à petit à l'échelle du territoire. Et on voit dans les écrits un croisement, une extension de cette définition de l'agroécologie. Et puis, dernier élément par rapport à la définition, on voit arriver, alors en France, c'est plutôt assez classique, donc on voit arriver les disciplines sociales, la dimension sociale. Alors nous, on a la chance, agronomes, français, d'avoir déjà la chance d'avoir ce croisement entre sciences agronomiques et sciences sociales. Mais ce n'est pas le cas partout. La plupart des universités
européenne et internationale font une séparation très forte entre des disciplines biotechniques et des disciplines sociales. Là, l'agroécologie réunit ça. Rien de nouveau par rapport aux sciences agronomiques, mais comme le disait Cyril, peut-être des concepts qui alimentent, réalimentent les fondements même de l'agronomie. Là, j'ai recité donc le livre La fabrique de l'agronomie. Je vous incite à le relire. Il est extrêmement intéressant par rapport à l'évolution de l'agronomie et de tout ce qu'on a voulu mettre derrière l'agronomie. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que nous avons fait le choix, alors dès le départ, il y a 20 ans, de prendre une définition beaucoup plus large. Si on définit l'agroécologie comme simplement un ensemble de processus intervenant sur l'acte de production, c'est-à-dire quelque chose qui n'intéresse que l'agriculture, que l'agriculteur, on peut se dire, bon, voilà, il faut simplement qu'on développe des pratiques agroécologiques. Il y a une autre définition qui est apparue assez tôt, et qu'on a travaillé avec nos collègues norvégiens et nord-américains, c'est d'appréhender l'agroécologie non plus à l'échelle de l'exploitation, mais à l'échelle globale du système alimentaire. Donc, ce n'est pas simplement l'acte de production qui est questionné, mais l'acte de transformation, l'acte de distribution, mais aussi tout un tas de concepts autour de la valeur, des valeurs que nous partageons. Ça, c'est un élément important, puisque si on regarde les écrits et la déclinaison des écrits qui sont faits en France, très souvent, on oublie cette extension de l'agroécologie à l'ensemble des systèmes alimentaires. On a fait le choix, chez nous, de prendre cette définition pour changer l'ensemble des composantes. Ce n'est pas simplement une question qui doit intéresser les agronomes, mais ça doit aussi intéresser nos technologues, ça doit intéresser les collègues du marketing, parce que concrètement, c'est une transition qu'on doit opérer globalement. Steve Gliessman l'explique très très facilement dans plusieurs écrits, où on voit que finalement, c'est avant tout l'acte de production, okay, mais c'est produire pour faire quoi? On va revenir après sur ces questions de valeur alimentaire. Troisième élément, c'est l'article qu'on a donc produit avec Alexander en 2009. C'est finalement une multiplicité des définitions. L'agroécologie, Cyril le citait, c'est avant tout vu comme une science. Mais c'est peut être vu aussi, alors cette science qui finalement combine pas à pas un certain nombre de disciplines. Mais c'est aussi vu comme un ensemble de pratiques. Vous verrez tout à l'heure dans le programme, où en fait on voit que très souvent on dit mais est-ce que c'est agroécologique? Et on se réfère à la pratique. Est-ce que ma pratique est agroécologique? Donc ça peut être vu comme un ensemble de pratiques, ça peut être vu comme une science ou un ensemble de disciplines réunies, mais ça peut être vu aussi concrètement comme un mouvement social. Cyril disait tout à l'heure, attention, ne nous trompons pas, ce n'est pas un acte d'engagement. Pourquoi pas? Certains ont pris, assez peu en France, ont pris l'agroécologie comme un acte d'engagement qui va bien au-delà de la valorisation des processus écologiques, qui est clairement questionné sur la viabilité des zones rurales pour une production alimentaire équitable et sûre. Derrière cet acte-là, on voit d'autres notions. Très rapidement, la question des pratiques. La question des pratiques, alors là, il me faut des lunettes, mais même pas. On va dire sans lunettes. Je vois rien. Donc, les pratiques, elles peuvent se décliner de trois façons. Alors, vous allez voir, il y a un ensemble de pratiques qui sont codifiées agroécologiques. Ce sont des pratiques qui s'intéressent à donc, l'efficience. Alors, comment rendre efficient une pratique de fertilisation, de protection, de gestion, de protection de l'animal ou du végétal? Donc, c'est en gros une substitution, comment améliorer l'efficience d'un produit. Deuxième pratique, donc la question de la substitution. C'est-à-dire qu'on va substituer un engrais de synthèse, par exemple, par un engrais de source organique. On va substituer un produit phytosanitaire par un processus écologique. Et puis derrière, il y a ce qu'on appelle donc la reconception. Ce schéma qui a été défini par Macrae, SR,
est quelque chose qui a beaucoup aidé à la redéfinition des pratiques agroécologiques. Pratiques agroécologiques qui vont se décliner à l'échelle de la parcelle, mais aussi à l'échelle du territoire. Par rapport à l'engagement, donc ce que je vous disais, c'est que finalement, les mouvements sociaux, qui sont souvent des mouvements sociaux qui ont démarré dans la zone sud, donc Amérique du Sud, Asie, ça a été souvent des mouvements qui ont prôné 3 concepts. Un, le maintien d'une agriculture paysanne viable. Paysanne viable. Quand vous êtes au Brésil et que vous voyez, je veux dire, l'existence des 2 grandes agricultures, c'est de savoir pouvoir maintenir et rendre viable une agriculture paysanne. Deuxième chose, c'est autour de la question de la souveraineté, la capacité d'autonomie. Alors la souveraineté, on peut l'établir à différents niveaux. Et puis troisième chose, c'est par rapport à la distribution de la valeur, la répartition de la valeur. Donc en dernier lieu, cet ensemble de concepts donc, a été redéfini par en gros 13 principes donc dans le rapport HLPE qui est aussi source de référence. Ça se lit assez rapidement et c'est plutôt intéressant où on voit que finalement il y a donc des principes qui vont toucher l'agroécosystème. On revient, efficience, substitution, reconception. Mais il y a aussi des principes qui réintègrent plutôt un niveau de type système alimentaire, la notion de cohésion, la notion de justice alimentaire. Donc derrière une définition qui au départ était plutôt assez simple, on voit que cette définition elle est de plus en plus dynamique. Voilà pour le premier temps. Le deuxième temps, on va rentrer dans finalement la politique. Alors, on avait appelé ça produire autrement, le plan Le Foll, plusieurs. Alors, on va dire c'est ce qui a été construit à partir de 2014. Ce qui a été construit à partir de 2014, là j'irai un peu plus vite, la première chose que l'on peut dire, c'est que c'était quand même la première initiative européenne en faveur de l'agroécologie. Très souvent on l'oublie, mais la France a été leader et, ce que disait Xavier, a aussi incité à repenser la politique agricole. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut dire. Une deuxième chose, c'est que c'était un plan qui plaçait non pas simplement la production de nouvelles connaissances, mais ce que disait tout à l'heure Cyril, c'est on produit une nouvelle connaissance, on doit les appliquer et on doit les adopter. Donc derrière, ce plan était un plan qui s'intéressait à la production de nouvelles connaissances, mais aussi donc, à un certain nombre d'éléments qui touchaient la formation et qui touchaient le concept. Troisième élément, c'est que ce plan-là, il a amené une énorme transformation de nos outils de recherche, de nos écoles, puisque concrètement, il nous a permis, et des instituts techniques aussi, puisqu'on le voit au travers de l'évolution des instituts techniques, il a permis à donner un cadre général qui nous a amené à reconsidérer les questions scientifiques, de formation et de mise en application de ces connaissances. Ce n'est pas neutre. On n'en a pas eu beaucoup dans les 100 dernières années. Ça, c'est un point extrêmement important. On n'en a pas eu beaucoup dans les 100 dernières années. On en a eu à l'époque des années 60, mais concrètement, ça a été un plan extrêmement, qui donnait un sens à l'ensemble des structures. Quatrième élément qui me semble aussi être important, c'est qu'à cette époque-là, se posait la question de la production de connaissances, la diffusion de ces connaissances, mais très rapidement, on s'est posé aussi la question des outils pour cela. Donc, on a reconstruit un certain nombre d'outils pour que finalement, on puisse mettre en application le plus rapidement donc, cette agroécologie. Je vais revenir sur ces outils et on va revenir sur, pour moi, les faits marquants de cette politique. Premier fait marquant, Cyril l'a dit, donc je peux le dire. Quand on regarde la politique française mise en place, il y a de nombreuses choses. On a été amené à refaire un article il y a quelques années sur l'agroécologie en France et l'évaluation des politiques. Je ne veux pas dire qu'il faut être français, mais il y a une énorme complexité.
je suis amené à évaluer depuis une vingtaine d'années les politiques publiques en faveur de l'agroécologie dans 3 autres pays européens, plutôt au nord, plutôt à l'est. Je peux vous dire que c'est plutôt plus simple. Ça, il y a une vraie question qui est posée. C'est que derrière l'agroécologie, c'est une vraie ambition, mais on voit que finalement, les dispositifs sont multiples. Quand vous êtes amené à devoir expliquer cela à un Nord-Américain, je peux vous dire, vous faites une diapo comme ça, alors là, vous le perdez au bout de 2 minutes. Donc ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Mais néanmoins, il y a des faits marquants qui sont extrêmement importants. Le premier fait marquant, et on le verra au travers des témoignages d'aujourd'hui, c'est que cette politique nous a permis de revoir comment on conçoit de la référence, comment on produit de la référence. Nous étions dans un schéma très, très descendant où finalement, il fallait que le chercheur débute et puis après, l'agriculteur recevait les connaissances. Là, on n'est plus du tout dans ces schémas-là. On est vraiment dans des schémas de recherche participative, de création de connaissances. Le meilleur exemple pour moi, c'est la création des GI2E. À un moment, je me rappelle, dans une réunion avec des présidents de chambre, ils étaient un peu fâchés de ces GI2E, en disant « mais comment ça ? On a un outil pour le développement, mais on nous propose des choses alors que ce sont plutôt ce qu'on fait dans les chambres. » Et moi, je leur avais dit bah, « tant mieux, on bouge, on a changé les choses. » Et on se rend compte aujourd'hui que tous les organismes de développement ont intégré ces dispositifs-là. Mais il a fallu ça. Il a fallu ça. Donc ça, c'est pour moi un premier résultat dont on peut être fier. Ce résultat-là, il n'est pas simplement chez nous. Il est aussi globalement en Europe. Alors, on a travaillé donc, sur un ouvrage donc, dans le réseau Agroecology Europe. On a étudié 24 pays. Et pour étudier, en gros, comment se décliner l'agroécologie dans les 24 pays européens. Et on voit que c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que vous avez, dans certains pays, de l'agroécologie qui est vue au travers d'un ensemble de pratiques. Et puis, vous avez dans d'autres pays, finalement, des exemples qui vont jusqu'à la reconception même du système alimentaire. Donc, ces GI2E ont aussi eu des petits, alors on ne va pas dire c'est grâce aux GI2E que ces initiatives sont arrivées en Europe, mais concrètement, on voit que les outils politiques de l'Europe ont permis aussi des dispositifs comme cela. Deuxième élément important, et là je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Cyril, c'est la question d'enseignement. Concrètement, là aussi, on revoit régulièrement les enseignements. Mon épouse étant enseignante, il n'y a pas une année où elle me dit, finalement, il y a une révision de... Nous, ce n'est pas notre cas. On a vécu ces transformations, les lycées agricoles, les écoles supérieures, ont reconsidéré leur socle de formation pour réellement donc, intégrer cette agroécologie dans le fondement même de nos enseignements. Autre élément qui me semble important, la mobilisation des fermes expérimentales. On l'oublie souvent, les fermes expérimentales des lycées agricoles sont aujourd'hui des super endroits pour voir comment se traduisent ces pratiques agroécologiques. Troisième élément important, plutôt positif, c'est l'arrivée d'une nouvelle certification. C'est-à-dire qu'en gros, on a vu arriver la certification HVE qui a évolué au cours du temps. Alors ça, c'était une intervention qu'on avait faite avec Sébastien Abbé et Michel Guglielmi. J'ai repris quelques diapositives de 2019 en se disant, finalement, qu'est-ce que je peux répéter aujourd'hui et qu'est-ce qui n'existe plus aujourd'hui? On va dire que celle-ci, elle existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, la certification environnementale, qui a évolué au cours du temps, qui est passée plutôt d'une obligation de moyens à une obligation de résultat, a eu de réels effets. On peut dire plus récemment que nous avons une sorte d'essoufflement. Donc on a un peu moins de certification environnementale, mais aussi, on a aussi un peu de controverse. J'ai pris simplement quelques titres d'articles où on voit que certains disent finalement ces certifications, c'est tellement facile à obtenir,
Est-ce que finalement, c'est de la vraie agroécologie? Donc ça, c'est une vraie question. C'est normal. À partir du moment où on met l'agriculture en transition, il y a toujours des éléments qui se posent. Mais qu'est-ce qui est le vrai du faux? Peu importe, le mouvement est le plus important. Et puis concrètement, on voit qu'on se pose de plus en plus de questions sur cette certification. Autre élément, fait marquant de cette politique, on a vu apparaître un certain nombre de labels. Alors, j'en ai mis quelques-uns, je pense qu'il y en a depuis, peut-être de nouveaux. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a rechangé de définition. Certains ont dit l'agroécologie, c'est trop général, c'est trop... On va parler d'agriculture régénératrice. Et donc, en fait, on voit qu'il y a eu une appropriation d'un certain nombre de marques, d'un certain nombre d'acteurs. C'est-à-dire que là, on était dans une définition de l'agroécologie des systèmes alimentaires. On va dire, c'est plutôt aussi relativement positif. Si vous voyez que ça va conduire à une transformation de l'agriculture. Après, ce qui est moins positif, c'est ce que j'ai mis dans le titre, c'est la question du risque de confusion. Qu'est-ce que c'est que ce label HVE? Qu'est-ce que c'est que ce label Et là, c'est pareil. Alors là, il n'y a pas que des Français, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas les seuls. Mais la confusion des réglementations ou des certifications crée parfois, un peu de doute. Donc ça, c'est une vraie question aussi qu'on doit. En 2019, on a eu plutôt de l'espoir. On disait, la première agroécologie qui a été certifiée, c'est concrètement l'agriculture biologique qui concrètement répondait à une certification depuis bien longtemps et qui voyait en 2019 augmenter le nombre de certificats, enfin le nombre de conversions. On voyait tout un tas d'opérateurs aussi décider de passer pas à pas vers l'agriculture biologique. Ça, c'était ce qu'on présentait en 2019. Oui, mais il s'est passé plusieurs choses. Il s'est passé un premier élément, alors on l'a cité, la succession des crises. Moi, j'ai tendance à dire peut-être pas, mais en tout cas, le phénomène d'inflation a créé clairement un rebasculement. Ça, c'est indéniable. Les consommateurs dits non réguliers se sont retrouvés peut-être moins présents dans les magasins spécialisés, etc. Ça, c'est indéniable. Et quelles que soient les catégories, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu ce phénomène-là. Il y a sûrement eu aussi un phénomène potentiellement, alors je l'ai cité, j'ai simplement des articles de presse, d'une concurrence relativement déloyale. Quand je vous ai dit confusion, risque de confusion, finalement, ça a sûrement créé ça. Quand on regarde les marques et quand vous allez, vous, en tant que consommateur, dans une moyenne ou grande surface, vous avez du mal à savoir est-ce que ça, c'est mieux que ça. Et puis après, je peux le dire aujourd'hui, je pense qu'il y a eu aussi un soutien politique plutôt dégradé ces dernières années. Européen, national, qui doit nous interroger. Je ne suis pas un pro de dire il faut qu'on transforme tout en bio, mais nous avions la chance d'avoir une agroécologie certifiée, reconnue, réglementaire, et en fait, on voit que c'est celle qui subit aujourd'hui le plus d'impact. Et puis, il y a des points qui, pour moi, alors j'ai appelé ça des déceptions au long cours. Alors, on m'a invité en 2008 à participer au premier Éco Phyto 2010. On était 2 experts extérieurs, Robert Habib et moi, et j'ai pris vraiment un énorme plaisir, parce qu'à cette époque-là, tout le monde était autour de la table en disant quelles sont les solutions qu'on doit mettre en place. Et je peux vous dire, c'était une période extrêmement, positive. Et puis 2010, on a parlé de 2018, on a parlé de 2030, on parle du Parsada, j'écoute. Je vous ai dit, je suis témoin, je ne suis pas un acteur. Mais je me rends compte que finalement, quand on regarde l'évolution des produits phytosanitaires,
on ne peut pas dire qu'on ait fait une révolution en France. Certains pays ont fait la révolution. Peut-être que c'est par leur statut, peut-être qu'on cite souvent les mauvais pays parce qu'ils ont une agriculture plus simple à transformer. Mais concrètement, on peut se dire que nous avons un certain nombre de déceptions. Non pas que nous n'avons pas trouvé des alternatives, mais peut-être aussi par des grandes élancées en disant il n'y aura plus de glyphosate en 2017. Oui, mais quand même, on va peut-être faire quelque chose. Et puis quand même, et ça, je suis désolé en tant que témoin, je comprends que certains agriculteurs, que certains citoyens peuvent se poser ces questions. Une politique, un cadre doit être vu à moyen terme. Et alors, quand vous êtes formateur, je peux vous dire que vous réfléchissez à ce que vos jeunes vont faire dans 5-10 ans. Et le moyen terme est quelque chose, une perspective extrêmement importante. Ça, c'est une réelle déception pour moi. J'accuse personne. C'est très difficile de se passer d'un certain nombre de produits, mais c'est aussi très facile d'annoncer des choix de vision à moyen terme. Allons-y maintenant dans la troisième. C'est bon? Allez. Troisième temps. Là, j'irai plus vite. Les actions de recherche et de développement depuis 2014. Premier élément, une énorme satisfaction. On a dit, pour transiter nos agricultures et notre alimentation, il va falloir qu'on développe un certain nombre de connaissances, comment ça marche, comment on peut mieux valoriser les processus écologiques et compagnie. Je vous ai montré alors les deux courbes, la courbe de l'INRA, les productions scientifiques, alors INRA et la courbe des productions scientifiques classiques. Ce que l'on voit quand même, c'est qu'on a une production scientifique très, très dynamique, à l'international comme au national. Et là aussi, nous étions les premiers à lancer cette initiative européenne. Et moi, je félicite l'INRAE, le CIRAD, les écoles, les universités qui ont produit de plus en plus de références sur ces questions. On ne s'est pas arrêté aux références. Il y a des articles de vulgarisation. J'en ai cité un. Il y a ces éléments, c'est extrêmement riche. Ces monographies qu'on fait par pays, c'est toujours très riche de voir ce qui se fait ailleurs. On se dit toujours, ah oui, mais non, mais attends. Le voisin, là, c'est pas la même chose, j'ai pas les mêmes soldes. Peu importe. Il y a des éléments qui doivent se répliquer. Et donc, ce travail monographique de où on en est en agroécologie est aussi un élément important. Donc, production scientifique et technique, extrêmement importante, extrêmement active. J'ai repris là le texte issu de Pablo sur en gros comment on a essayé de croiser les innovations technologiques et les innovations organisationnelles. Ce que l'on voit, c'est qu'en gros, il y a 4 éléments clés, et j'insisterai plutôt sur les 2 derniers. Le premier élément, c'est bien entendu, il faut qu'on repense la mobilisation d'un certain nombre de processus à tout niveau. Ce n'est pas simplement à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de mon troupeau, c'est à tous les niveaux d'échelle. Plus vous augmentez de niveau, plus c'est difficile. Quand vous réfléchissez l'agroécologie à l'échelle du territoire, ça veut dire que vous devez être en capacité de le réfléchir en collectif. Deuxième chose, c'est que derrière l'agroécologie, derrière la valorisation d'un certain nombre de processus écologiques, ça veut dire l'acceptation que l'on doit maintenir une diversité. Maintenir une diversité. Ça, c'est très souvent, les étudiants disent, mais c'est quoi les fondements au départ? Les processus écologiques, mais ça veut dire quoi? Je leur dis toujours, c'est très simple. Une agriculture qui est diversifiée, c'est une agriculture qui va pouvoir utiliser un certain nombre de processus d'interaction, de combinaison, d'association. Une agriculture qui n'est plus diversifiée, c'est une agriculture qui se met en fragilité. Cette diversité, ce n'est pas simplement l'agriculture, c'est la diversité des produits. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une partie de cette désaffection à la bio, c'était de se dire, à une époque, ça n'est plus le cas aujourd'hui, c'est, ah oui, mais alors les pommes, là, il y en a une qui est un peu fripée. C'est l'acceptation de faire que finalement, notre acte de consommation, il est de dire, la nature, elle produit, je ne sais pas si vous faites un peu de production chez vous.
Alors moi, en tant qu'agronome, on fait quelques arbres, je peux vous dire, on fait beaucoup de compotes. Beaucoup de compotes. Voilà. Donc, il faut qu'on vive avec cette diversité de produits. Et il faut qu'on accepte, et là, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts, à accepter l'hétérogénéité de la qualité de ces produits. J'étais la semaine dernière au CIRA, Salon de l'alimentation. On a travaillé un peu avec des étudiants sur leur capacité, ces entreprises de transformation, à s'adapter à cette hétérogénéité de produits. Aujourd'hui, notre outil de transformation n'est pas adapté à la valorisation de l'hétérogénéité des produits. On doit re-questionner l'ensemble de cet outil pour dire, parfois, il y aura plus de teneur, moins de teneur, plus de ci, moins de ça. C'est le propre même d'une transition agroécologique. Je terminerai par 3 petits exemples. Un exemple qu'on a vécu qui est l'introduction des céréales pérennes. Qu'est-ce que ça veut dire une céréale pérenne? Très simple. Une céréale est plutôt annuelle et vous avez donc quelques céréales, en gros des espèces fourragères, que l'on peut domestiquer pour que finalement on produise du grain mais aussi du fourrage. Donc on a travaillé sur ces céréales pérennes depuis 7 ans avec des collègues nord-américains dans le but très précis de pouvoir assurer un certain nombre de fonctions de service écosystémique, mais aussi, alors écosystémique en gros, fertilité du sol, bon, voilà, je pense que vous comprenez ce qu'on met derrière service écosystémique, capacité à valoriser moins de produits phytosanitaires, capacité à accepter les stress hydriques, mais aussi quand même un acte de production, produire du grain, produire des choses pour en faire de la bière, en faire du pain, en faire des pâtes, etc. Et ce travail-là, pour moi, je ne veux pas dire mon dernier kiff, parce que j'espère quand même qu'il va encore me rester quelques années, mais c'est un sujet de recherche et de développement extrêmement riche. Pourquoi ? Parce que quand vous introduisez une nouvelle culture en Europe, ce n'est pas simplement des questions d'enjeux de production. C'est-à-dire savoir si finalement ces céréales pérennes, ça va intéresser des éleveurs, parce que finalement, on peut en faire du fourrage, et qu'aujourd'hui, dans le Cantal, vous avez des stress hydriques, et qu'il y a des moments où ils veulent du fourrage supplémentaire à ce qu'ils ont, que certains disent, mais moi j'en ai marre de faire une monoculture et j'ai envie d'intégrer d'autres cultures. Donc, en gros, ce n'est pas simplement un acte de production. Mais quand vous intégrez une nouvelle culture, c'est de se dire, alors attends, qu'est-ce qu'on va faire avec cette production? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la nettoyer, la décortiquer, la faire. Et donc, en gros, on se rend compte que d'une pratique agroécologique, on doit réellement se poser bien plus de questions que celles que peut se poser un agronome. Bien entendu, on doit savoir quelles sont les interactions plantes et convaincre. Si finalement ces plantes-là, elles vont apporter un certain nombre de services. On doit s'interroger aussi à la capacité d'un agriculteur à la conduire, à la rendre performante, la capacité de transformer ces produits, de les vendre, de répondre à un certain nombre de marchés, de voir quels sont les bénéfices qu'il peut avoir. Ça, c'est un exemple énorme qui nous permet de dire introduire une pratique agroécologique, c'est quelque chose qui n'est pas simplement j'ai introduit quelque chose de et puis ça, je m'arrête là. Ça doit nous amener à retransformer l'ensemble de notre chaîne de réflexion. Chaîne de réflexion qui, dans un autre programme, on s'est intéressé à simplement ces questions d'association entre alors des céréales, du trèfle, pour simplement essayer de voir comment on pouvait se passer d'un certain nombre de produits phytosanitaires. On voit que finalement, quand on regarde là, alors on a travaillé avec un certain nombre d'agriculteurs nord-européens, en fait que finalement, chacun appréhende son agroécologie, choisit ses pratiques, choisit aussi les raisons des raisons qu'il a de mettre en place ces pratiques. Et dernier point, mais il y aura une session spécifique là-dessus, finalement, un vrai argument, c'est et derrière tout ça, c'est sympa, mais l'agriculteur, il faut qu'il vive. Et donc, on a réalisé avec le master agroécologie, donc des étudiants qui viennent de par le monde, une large étude, donc on a étudié 13 000 articles, pour voir en gros si on pouvait donner un certain nombre d'éléments probants sur les performances de cette agroécologie. Premier élément, sur 13 000 articles, finalement vous avez 87%, 90% qui sont produits
au sud de l'Europe, et bien au sud de l'Europe. Donc ça, c'est un point important. Deuxième chose, c'est que si on regarde, en gros, quand vous dites la performance, très souvent on dit, ouais, bon, est-ce que je vais gagner plus? Mais derrière, est-ce que je vais gagner plus? Comment ça se construit? Et en gros, on a à peu près 600 indicateurs qui nous permettent d'évaluer les performances, donc économiques et sociales de l'agroécologie. Cet article est aujourd'hui un article de référence parce qu'il nous permet de dire, en gros, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? C'est que, bien entendu, il y a une variabilité de réponse. Bien entendu, la session qu'il y aura cet après-midi donnera aussi une variabilité de réponse. Mais soyons aussi positifs. La transition agroécologique, dans cette étude-là, dans les monographies qu'on a pu faire après, sont, alors 51, vous allez dire 51, c'est comme l'histoire du vote, c'est juste positif. Mais concrètement, il y a de l'espoir par rapport à ça. Et puis dernier point, et là je m'arrêterai là, 5 minutes, alors c'est très bien, les leçons à tirer en 5 minutes. Première leçon à tirer, c'est que notre monde agricole, notre monde à nous, fait face à plusieurs urgences, mais je veux dire à une certaine urgence. Et donc j'ai repris, je me suis amusé un week-end à reprendre quelques articles du Monde. Alors excusez-moi, j'ai pris qu'une seule source, mais... Et donc en fait on voit, en 2023, l'agroécologie doit être une option, mais... non, ne plus être une option, mais une urgence. L'article de Marc, l'avenir ne sera assuré qu'avec une agriculture paysanne relevant de l'agroécologie. On va dire là, tiens, finalement on y est. 20 février 2024. Mais depuis, j'ai essayé de reprendre les derniers articles. Alors je me suis arrêté au 20 janvier 2025. J'ai regardé ce matin. Je pourrais en rajouter 2-3, mais il n'y a plus de place dans ma diapo. Depuis, on se pose des questions. Questions qui sont logiques. Garantir le revenu des agriculteurs. Mais ce que je dis toujours, pourquoi on se remet dans une opposition frontale? Pourquoi on est obligé de remettre en question tous ces fondements qui ont été construits depuis 10 ans, mais même depuis longtemps? Alors là, je suis désolé, c'est un témoignage, mais c'est plutôt, un effort que l'on doit faire. Si nous remettons en question ça, on va remettre en question non pas 10 ans, mais les transitions qui sont acceptées par une large majorité. Bon, je ne juge de rien, mais je vois juste comme un citoyen et comme un formateur. Et puis, j'aurais envie de dire, j'ai repris que 3 spots. Je travaille avec un copain agriculteur, là, juste en dessous de chez nous. Et on a un réseau pour nos céréales pérennes d'une 30aine d'agriculteurs. La nature fait face au changement climatique de Marseille à Lille. C'est plus, ça intéresse le sud, et puis la nature fait face au changement climatique. On est obligé de réinventer nos systèmes agricoles. Tous et toutes, on est obligé de réinventer nos systèmes agricoles. Je ne veux pas dire il faut que ça soit tous agroécologique, mais on est obligé de les réinventer. Et ça, on pourra trouver n'importe quoi. Il y a des moments où il y aura du stress, il y a des moments où il y aura des accidents climatiques, il y a des moments où il y aura des excédents d'eau. Je travaille avec des collègues qui sont dans l'Ouest. La situation, elle n'est pas si facile que ça. Et je pense que vous êtes plusieurs témoins agriculteurs à pouvoir témoigner aujourd'hui. Des systèmes plus résilients. On doit se poser la question de la dépendance de notre alimentation aux énergies fossiles. Et ce, quelles que soient les évolutions politiques internationales. C'est clair que concrètement, la dépendance aux énergies fossiles rend fragile les revenus des producteurs. Concrètement, aujourd'hui, c'est une vraie question qui se pose à l'ensemble de la chaîne. Rend fragile les agriculteurs, mais rend fragile aussi, je veux dire, notre capacité à pouvoir soutenir des produits de qualité. Et puis, troisième élément,
sur lequel j'essaie de me battre, c'est finalement nos écoles. Alors, paradoxe, nous avions plutôt une forte attractivité de toutes nos écoles hein, depuis quelques temps. Et puis, on discutait avec Cyril. Et puis en fait, alors, je ne sais pas, des affections des études d'ingénieur, je ne sais pas. Des affections de la biologie, je ne sais pas. Mais en tout cas, on doit quand même se poser la question du renouvellement en agriculture. Alors, moi, je travaille beaucoup en Afrique. On se pose la question du renouvellement des agriculteurs. Mais quand on regarde l'Europe, je pense qu'on ne s'inquiète pas suffisamment. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Ou on ne le présente pas. Et pour assurer le renouvellement, moi je dis toujours, il faut assurer le fun. Il faut qu'on donne du sens au métier d'agriculteur. Je suis désolé de vous le dire, aujourd'hui, nos étudiants viennent chez nous parce qu'ils ont envie d'un autre projet. Ils ne sont pas dans l'opposition de dire cela, ils ont mal fait, mais il faut qu'on donne du sens. Et je trouvais que ce programme-là a donné du sens, nous a permis de reconsidérer notre. Donc je m'arrêterai là en disant faut qu'on continue à dialoguer, faut qu'on continue à observer. Hein. On est de temps en temps, là, c'est en bas de chez moi, à dire est-ce qu'on a des vers de terre là, dans ces céréales pérennes ou pas, parce qu'il ne faut pas qu'on voit quand même la réalité. Et il faut surtout qu'on continue à dialoguer. Merci pour votre attention. Merci Christophe. Donc, nous avons un petit temps de questions à Christophe, Cyril et Xavier, si vous voulez. Donc, la parole est à la salle. Le premier ou la première qui souhaite, oui. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Donc, Vincent Steinmetz, je fais partie du CGAER au ministère chargé de l'Agriculture. Je reviens sur la tendance que vous avez évoquée. En fait, en nombre d'exploitations, si j'ai bien compris, on est actuellement à 40 000 exploitations en bio, environ 60 000 en HVE, ce qui représente globalement, quand on fait le total, 25% du nombre d'exploitations en France. Donc j'ai deux questions par rapport à ça. C'est comment on se situe par rapport aux évolutions des autres pays européens que vous avez mentionnés. Si on dit qu'à peu près en 10 ans, le caricature, on est passé de quelques pourcents à 25%, ce qui me semble quand même beaucoup en termes d'évolution, mais qu'ont fait les autres. Et la deuxième question, c'est en SAU, vous l'avez mentionné pour le bio, mais pas pour le HVE. Donc globalement, en SAU, ça représente combien? Merci. Alors la deuxième question sur le HVE, c'est très compliqué parce qu'en fait, finalement, il y a assez peu de statistiques qui permettent... Alors, et c'est ce que je disais, c'est que... Pardon, j'espère que je parle suffisamment fort. Oui, je pense. Hein. Voilà, dans l'intervention, c'est sûr. On me dit à chaque fois que j'ai pas besoin de micro. En SAU, sur l'HVE, c'est assez compliqué parce que pour le coup, il n'y a pas de statistiques qui permettent d'enregistrer. On connaît le nombre d'agriculteurs. Je ne sais pas si le ministère dispose de données, mais oui, la réponse, c'est que nous avons une forte tendance de progression d'une transition vers des pratiques agroécologiques. Ça, c'est indéniable. Par contre, on voit un essoufflement par rapport à la bio. Alors, par rapport aux autres pays, je veux dire, on va basculer. Alors, vous posez la question pour l'Europe ou pour l'Europe. Pour l'Europe, en fait, on a je veux dire, deux phénomènes assez contrastés. On a un groupe de pays, alors je veux dire les pays scandinaves, plus la Suisse, Autriche, qui ont assez rapidement mis en place des politiques, alors pour le coup, de transformation, pas de l'ensemble de leur outil de production, hein, mais des politiques incitatives qui étaient suffisamment incitatives pour que finalement on puisse transiter. Je m'explique. Alors les Hollandais sont bons en politique incitative, un peu incitative, mais les Danois aussi. C'est-à-dire que concrètement, on voit une vraie progression, alors avec une vraie différence. En Suisse et en Autriche, c'est plus facile de passer des systèmes herbagés à des pratiques plus agroécologiques. Et en France, on a pléthore de production et compagnie. Mais en tout cas, on a ce premier groupe. Et puis après, quand vous regardez concrètement l'Europe et la question des manifestations récentes, en fait, on voit qu'il y a des grandes commodities, des grandes spécialités de production qui ont plus de mal à transiter vers l'agroécologie. Et ça, c'est une vraie question. Les grandes cultures
sont peut-être pas celles qui auront le plus de problèmes. Sauf, je passe certaines, alors l'arrivée de maladies, je ne veux pas rentrer dans les discussions de l'interdiction des produits phytosanitaires, mais en gros, si on reconçoit une agriculture plus diversifiée, on pourra trouver des solutions. Les cultures pérennes sont extrêmement fragilisées. Elles sont fragilisées, pourquoi? Par le changement climatique qui, non pas est simplement un effet direct, mais l'effet indirect. L'arrivée d'un certain nombre de ravageurs, l'arrivée d'un certain nombre de problématiques qui, aujourd'hui, n'ont pas de réponse directe. Donc, en gros, on a le reste des pays qui, on voit des transitions, mais on voit des grosses spéculations qui ne bougent pas, qui ont du mal et qui sont souvent ceux qui ont été les premiers à réclamer moins de Green Deal. Parce que concrètement, on a encore très facilement les commodities qui ont du mal à bouger. En fait. Voilà. Merci. Une autre question? Oui, bonjour, par ici. Clémence Vereux, je suis coordinatrice agriculture et alimentation au Shift Project. Merci beaucoup pour tout ce panorama vraiment très, très intéressant et exhaustif. Plus sur la partie opérationnelle, puisque finalement, vous êtes un petit peu arrêté à un constat de, voilà, là maintenant, on s'essouffle, le mouvement s'essouffle. Comment passer à la suite? Et donc peut-être vous demander si notamment côté recherche, il y avait des travaux qui étaient davantage axés sur ces enjeux-là, plutôt justement sur le comment on dépasse certains blocages d'ordre politique. Mon analyse, et vous me direz si vous êtes d'accord, c'est qu'il y a une forme de confrontation entre un repli sur les intérêts de court terme, notamment dans un contexte où les crises se multiplient, et le fait que la recherche finalement regarde des enjeux qui sont aussi liés au moyen long terme, que finalement les acteurs qui regardent plus le court terme ont du mal à s'approprier. Donc est-ce que potentiellement vous voyez des possibilités de dépasser ce cadre-là? Est-ce que dans les indicateurs auxquels vous faites référence, il y a des éléments qui peuvent aussi être éclairants là-dessus et peut-être être appropriés par des acteurs peut-être économiques, politiques, qui ont plutôt tendance à bloquer et buter sur cette question de l'horizon finalement à regarder? Voilà, et est-ce que potentiellement la recherche dans ce sens-là a aussi des choses à apporter? Merci. Deux commentaires en fait. Je pense que concrètement, la recherche et les instituts techniques et le développement agricole ont fortement changé leur mode d'acquisition de connaissances. Si on prend les programmes de recherche à l'INRA, il y a de plus en plus de recherche participative, il y a de plus en plus de travaux autour de la production d'outils qui vont permettre d'accompagner le monde agricole. Tout à l'heure, vous aurez juste après moi l'intervention sur Cypre. Vous aurez aujourd'hui pas mal d'interventions qui permettent de dire ça a changé, c'est-à-dire on est sorti de la monoparcelle expérimentale. Donc moi, ça c'est, je veux dire, c'est un vrai espoir. C'est-à-dire, enfin, c'est même pas un vrai espoir, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, les références sont de plus en plus contingentées et sont de plus en plus à même d'accompagner ces transitions. Il y a sûrement besoin d'instruire un peu plus les données économiques. On a essayé de le faire sur ce travail-là. Il y aura une session cet après-midi là-dessus. Non pas pour essayer de démontrer et faire la preuve. Ceux qui sont motivés n'ont pas besoin de toutes les preuves. Ceux qui ne sont pas motivés ont besoin simplement d'une seule preuve que ça ne marche pas. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les politiques publiques permettront d'éviter ce chaos, parce que ce n'est pas un chaos que je trouve, enfin c'est un chaos réel, mais d'essayer de voir comment on peut poursuivre pour assurer rendre une agriculture et une alimentation française appétante. Parce que c'est là tous les enjeux. Donc la recherche pourra produire de nouvelles preuves. Mais la vraie question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a envie est-ce qu'on a envie de se battre sur quelques productions et puis après de lâcher l'affaire? Je voudrais, si ça me permet de compléter par rapport à cette question. Dans votre question, vous opposez dialectiquement, et c'est normal, la recherche qui se projette sur l'avenir et qui pense loin, et puis ce qu'on doit faire à pas de temps assez court. Ce que j'ai essayé aussi d'évoquer tout à l'heure dans mon propos introductif, on a un enjeu de mobilisation urgente des connaissances, des données, des connaissances, il y en a. Les diagnostics qui sont posés. La vraie question, c'est comment la recherche nous aide elle-même, nous aide à mobiliser et opérationnaliser les connaissances, expérimenter, démontrer, convaincre,
essayer. Donc c'est toute la question des pionniers, des dispositifs expérimentaux, de la mise en réseau, des démonstrations, des démonstrateurs, etc. Là, je pense qu'on a un sujet qui est majeur. La recherche doit continuer à chercher, à se projeter à moyen terme, à long terme, parce que c'est de là que viennent les ruptures, c'est de là que viennent les progrès. Mais il y a aussi beaucoup de connaissances qui ont été acquises. Il faut reconstituer une agronomie relativement opérationnelle et tester et essayer et enseigner. Voilà. Donc je pense que là, et je sais qu'à INRAE ou les instituts techniques, on en parle régulièrement, c'est un sujet de débat et il faut qu'on trouve les bons outils. Mais il y a un énorme réservoir d'action déjà de ce côté-là, sans opposer, je dirais, le temps long de la recherche et le temps court de la crise. Merci. Une autre question en haut. S'il vous plaît, faites des questions courtes et des réponses courtes, sinon on va largement trop dépasser le temps. Merci. Alors, très brièvement, donc Stéphane Gézéquel, directeur scientifique d'Arvalis, donc un des instituts techniques que vous citez, et je voulais juste témoigner. Oui, depuis entre 5 et 10 ans, on met toutes nos forces dans cette transition agroécologique en essayant de faire le lien entre de la recherche dite fondamentale qui doit produire les innovations de rupture et puis la pratique, comme le disait Cyril Cao, c'est exactement ça. Et je pense que le piège aussi est peut-être de guider trop directement les agriculteurs vers un système ou un autre. Il faut bien sûr faire progresser tous les systèmes et la massification de l'agroécologie, c'est l'amélioration du bio qui peut être aussi amélioré, de l'agriculture de conservation, mais aussi de l'agriculture entre guillemets classique qui peut être HVE ou pas HVE, mais qui peut aussi mettre en œuvre concrètement dans les champs la couverture permanente des sols, moins de travail du sol, etc. Enfin, des leviers agroécologiques qui vont permettre cette transition. Et donc, on essaye vraiment de produire localement des démonstrateurs territoriaux, comme le disait Cyril Cao, en mettant en œuvre tous ces leviers pour tous les systèmes, en se disant que la massification, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'accompagner tous les systèmes. Merci. Merci. Donc, une autre question. Philippe Noyau, je te la parole. Alors, Philippe Noyau, je suis agriculteur, je suis président de la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire, je représente les chambres d'agriculture. On est certifié HVE et on va arrêter. En fait, il n'y a pas de marché. À part pour la viticulture, c'est l'accès au marché, mais en fait, pour les autres productions, il n'y a pas de marché, donc on va arrêter. Et il y a pour vous dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont engagés vers cette transition. Par rapport à la prise de risque, ils prennent du temps, parce qu'il faut quand même vivre de son métier. Donc c'est pour dire qu'il y a plein d'agriculteurs, plein de groupes d'agriculteurs, vous l'avez cité, les différents groupes 30 G2, etc., qui sont ni HVE ni bio, mais qui sont engagés et qui ne veulent pas rentrer dans un carcan de certification parce que c'est hyper complexe, c'est cher, ça coûte. Oui, c'est bon, j'ai fini en fait. Non, mais j'ai insisté sur la prise de risque. C'est pour ça qu'on ne peut pas avancer. Et avec la météo qui change, on faudrait faire des légumineuses. On ne peut pas en faire parce que les légumineuses couvertes d'hiver qui apportent un bien pour le sol. Et en fait, on bute vers soit des périodes sèches, soit des périodes humides. Donc, c'est pour dire que ça ne vient pas. Et il faudra que le consommateur aussi nous accompagne parce que c'est l'acte de consommation. Si on cherche le moins cher, ce ne sera pas les produits français qui iront vers cette transition et qui vont prendre du risque. Merci, Madame. C'est à moi? Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre exposé, déjà, pour commencer. Très complet, très, très intéressant. Bon, Hélène Borin-Gressier, Terre de Liens, Île-de-France. Je ne vais pas pouvoir tout dire ce que j'aurais envie de dire. Il y a trop de choses. Mais bon, j'ai envie de dire que l'aspect économique est vraiment biaisé parce qu'on a une agriculture productiviste, conventionnelle, qui pollue quand même beaucoup. On a une chute de biodiversité considérable. Les pollinisateurs, les abeilles, tout ça, ça disparaît. L'eau est polluée. On voit les PFAS et je veux dire, ça va coûter de plus en plus cher aux opérateurs pour notre eau potable. Et donc, on a une évaluation économique biaisée. Donc, il faudrait, si déjà on rétablissait les pieds par terre et la tête en haut au lieu de marcher la tête en bas, les évaluations économiques seraient beaucoup bien meilleures. Voilà. Donc, c'était par rapport à cet aspect-là. Peut-être pour répondre juste aux deux interventions, la prise de risque, oui,
Le paradoxe aujourd'hui, c'est que, je dis souvent, celui qui prend la prise de risque, c'est avant tout l'agriculteur, et c'est parfois que l'agriculteur, qu'on doit réellement se poser la question. La deuxième chose, c'est l'acte de consommer. L'acte de consommer, j'ai dit à un moment, des labels et un risque de confusion. Il y a eu confusion. Oui, il y a un phénomène d'inflation. Mais il y a des gens qui sont prêts aussi à accepter, à appuyer un autre type d'agriculture. Donc la question de la mise en marché, la valorisation, c'est peut-être aussi une question de simplification de tout cela. Et l'exemple de la bio était un bon exemple. Il y a eu une certification, il y a eu des politiques nationales, européennes, internationales qui a permis d'expliquer ce que c'était. Et petit à petit, il y a eu un marché qui finalement rendait accessibles les produits bio. Certains en ont abusé. La vraie question qui est posée, c'est est-ce que la prise de risque, on va la répartir? Est-ce que ça ne va pas être que l'agriculteur qui va prendre le risque, puis en disant moi je suis désolé, mais la transition protéique, je ne peux pas gérer parce que ça fait déjà 3 ans que je ne récolte pas de févrole, par exemple. Donc la question de la répartition de la prise de risque, et pour cela, les politiques publiques sont extrêmement importantes. Et pour cela, le produire autrement et la durabilité d'une politique comme celle-ci, elle a donné des perspectives. La question qui est posée, c'est l'acceptation du consommateur et l'acceptation de celui qui fait le business. Et pour ce que vous dites, madame, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai tendance à dire, je suis pas alarmiste, c'est pas ma nature. Du tout. Parce que si vous êtes alarmiste dans une école, c'est mort. Il y a beaucoup d'espoir, mais il y a beaucoup de diversité de situations. Il faut qu'on s'adapte à cette diversité de situations. Voilà. Et je crois que j'ai dépassé mon temps. Oui, bonjour, Mathieu Pastiol, directeur général adjoint de la coopération agricole, les 2000 entreprises des agriculteurs et des territoires. Je voudrais vous remercier, M. Cao, et vous-même pour vos 2 présentations. Et je retiendrai, il ne se passe pas une assemblée générale de coopératives en ce moment sans que les 10 ans de l'agroécologie se soient imposés comme une évidence par rapport à une organisation économique. On parlait du label HVE juste à l'instant. Parce qu'il n'y a pas une réflexion qui peut se passer sur, une demande de stabilité et de travailler à long terme, et 2, d'une organisation économique qui prend en compte ces données des recherches scientifiques. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, quand on se décloisonne, quand on prend en compte les différentes situations, venez en assemblée générale de COP, vous verrez qu'ils disent la même chose qu'un certain nombre de recherches scientifiques sur l'agroécologie depuis 10 ans. Je veux juste dire par ce témoignage, que c'est la slide que vous avez présentée au tout début de votre propos sur la vision holistique. J'adore ce mot holistique, il n'y a que nous qui le comprenons, que le commun des mortels ne le comprend pas, mais c'est cette organisation économique de la production agricole, de l'acte de produire, de l'acte de transformation, de l'acte de distribution, de l'acte de consommation qui nous tient tous. Ces effets leviers, en 10 ans, l'agroécologie a eu des effets leviers sur ces 4 aspects, et c'est ça la grande réussite. Moi, je suis toujours le verre à moitié plein. C'est ça la grande réussite. Et ma question spécifique, puisqu'on demande tous aux politiques d'intervenir, à force, il y a beaucoup de témoins, il y a moins d'acteurs politiques, donc il y a peu d'acteurs politiques dans la salle, ou alors on se définit tous comme politiques, et c'est peut-être à nous de répondre à la question. Ma question, c'est que depuis 10 ans, l'agroécologie, elle a avancé dans plein de plans. Cyril l'a dit dans son introduction. Mais il y a un mot que vous n'avez pas évoqué tous deux, c'est le mot de planification écologique. Est-ce que la planification écologique telle qu'elle a été lancée, stoppée à différents niveaux, français ou européens, n'est pas la nouvelle donne des 10 ans qui arrivent pour l'agroécologie? Et alors là, je peux vous dire, on m'a demandé une réponse courte, je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Quand
on lit la presse, quand on voit, je suis un économiste de départ en fait, quand on voit la macroéconomie, on va dire que cette planification écologique, elle a un peu du plomb dans l'aile. Et pourtant on devrait se poser la question. Donc, acte politique, moi je peux vous dire, nous avons tous des petits actes politiques à faire. La petite illustration sur les céréales pérennes, moi je ne me suis pas arrêté à être un enseignant-chercheur, dirigeant d'une école, et puis de se dire on va faire de la recherche, on va faire des papiers et compagnie. On galère depuis 6 ans avec l'EFSA, avec l'Europe, pour introduire cette culture qui est consommée ailleurs, aux États-Unis, en Australie, tout. Mais on galère depuis 6 ans pour faire reconnaître que cette culture issue de domestication, pas si méchante que ça, ben on puisse la consommer. Ben, je peux vous dire que c'est un acte politique. Hein. Faut, quand vous avez à mettre 2 mètres de rapport et tous les jours de demander une nouvelle vérification, mais pourquoi, mais est-ce que c'est... Donc, on se doit, alors c'est un avis personnel, d'avoir tous des actes politiques en tant que citoyen, en tant que consommateur, et puis peut-être qu'il faut qu'on attende moins de nos politiques, parce qu'on a tous une capacité politique d'action. Donc, je suis désolé, je n'ai pas répondu. Si, une dernière question dans la salle et une dernière question dans le chat, et ensuite on passe à la session suivante. Oui, Rudy Alcouri de Humus. Je ne vais pas répéter les questions, je pense qu'il y a un constat très clair chez tout le monde. Peut-être je donne une piste de méditation. Vous avez partagé une slide des articles du Monde qui montrent un peu où est le problème, au moins dans ma vision simpliste des choses. Et je me demande s'il y a peut-être, pour rejoindre la question de la dame au niveau des recherches, un travail sur, on va dire, d'innovation technologique et organisationnelle à ce niveau. Parce qu'il me semble que c'est là où on a besoin de travailler et pas dans le terrain. Ça fait, je ne sais pas, 2 ans que je suis des colloques de l'INRAE et il me semble que les réponses sont là, comme le monsieur a répété. C'est juste qu'on a un système qui se permet d'étendre la date d'usage du glyphosate et autre chose. Alors, sur cette partie, à part d'être politique personnellement, est-ce qu'il y a des propositions? Je ne suis pas révolutionnaire, je suis évolutionnaire si jamais. Je comprends que ça peut sembler comme des paroles d'un militant, mais ce n'est pas du tout ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est à mettre en place une approche qui est correcte et je me demande, est-ce que je suis le seul à penser ça ou on est tous d'accord qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Merci. Alors, moi, très simple, hein, les GI2E sont pour moi une partie des innovations organisationnelles qui ont été mises en place au travers de ces fins-là. La question de co-concevoir de la référence, la question de voir comment on peut l'adapter, comment on peut l'appliquer, c'est une innovation organisationnelle. Le fait de travailler peut-être sur des notions de filière moins présentes, moins présentes. On a une séparation très forte entre agriculture et alimentation, seront aussi des questions d'innovation technologique et organisationnelle. Oui, mais on n'est pas obligé de retourner la table. On est peut-être obligé de faire changer un petit peu. Et j'ai tendance à dire que ça a changé beaucoup la production de référence. Et je m'arrête là en disant il nous faudra toujours de la référence fondamentale, de la référence appliquée et de la référence issue du terrain. Bon, ce sujet suscite beaucoup de questions. Merci encore Christophe. Attendez, une dernière question. On va donner la parole aux gens qui sont en visioconférence. Solène, si vous voulez bien. Oui, alors on va prendre une question du chat. Comment voyez-vous la place de la région dans la dynamique de transition agroécologique dans votre région? N'avez-vous pas d'opposition à votre politique de recherche et formation dans votre conseil d'administration? Alors, comment vous dire? J'habite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je regarde les politiques publiques. J'ai la chance de présider un conseil scientifique d'un institut technique et je vois à peu près l'outil public, quel que soit son niveau, peut être un acteur de transition. Le département, la région, l'État. Ça marche super bien dans certains endroits. Et puis c'est un peu le chaos ailleurs. À un moment, on fait un peu, puis on enlève un peu, et puis voilà. Donc oui, moi je reprône la diversité et de la proximité. C'est de la proximité, ça se fait à l'échelle de la région ou du département, tant mieux. Et c'est pareil,
L'acte politique, il faut qu'on l'incite. Et nous sommes tous citoyens pour pouvoir inciter cet acte politique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et vous avez vu que j'étais hyper adroit par rapport à... Merci beaucoup encore Christophe qui